On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, entrevue avec le candidat de Québec solidaire dans Saint-Jean. Mais d'abord, la conseillère municipale Mélanie Dufresne s'est fait remarquer lundi soir dernier avec une sortie vitriolique à l'égard du maire Alain Laplante. Comme on le fait à chaque saison, à tour de rôle, on reçoit les élus municipaux pour parler des enjeux de la ville, des enjeux du quartier. Dans son cas, on l'a reçue à 2 reprises récemment, mais c'était pour parler du rallye des Limoneux et parler également de son rôle, évidemment, au sein de l'organisation du Festival de Montgolfière. Mélanie Dufresne est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Mais parlons de son rôle de conseillère municipale, où il y a eu, évidemment, parlons d'abord des enjeux ville, parce qu'on le sait, la situation à l'Hôtel de Ville depuis l'élection de novembre, c'est assez difficile. Évidemment, les gens ont suivi un peu l'actualité. Bon, le cas le plus récent, vous avez voté une nouvelle régie interne pour les séances du Conseil. Vous avez même tenté un amendement, bon, bref, qui n'a pas passé, mais vous avez quand même voté pour la base du règlement. Pensez-vous que ça va permettre de rétablir le décorum, celui que vous souhaitez tant à la table du Conseil? Ah, je ne sais plus. Honnêtement, je suis un peu... c'est décourageant. C'est décourageant de travailler dans des conditions comme ça. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution pour reprendre le contrôle du conseil de ville, le conseil public, pour amener un peu de sérieux et un peu de décorum à nos conseils publics. Parce qu'étant donné qu'on est télévisé maintenant, que tout le monde peut nous suivre sur Internet, on a l'air d'un cirque. La ville de Saint-Jean a l'air d'une gang de fous. Donc, il fallait rétablir un certain contrôle pour avoir du sérieux, puis être capable de passer les dossiers aussi qui sont dans le day-to-day de la gestion d'une ville. Vous auriez quand même souhaité qu'on préserve peut-être au moins une petite période de questions au début? Oui. Moi, en fait, je suis quelqu'un qui aime mettre de l'eau dans mon vin. J'aime qu'on soit capable de discuter puis essayer de trouver un entente. Vous aimez les compromis? Oui. Puis moi, je pense que le compromis de demander un 15 minutes de période de questions qui traitait sur l'ordre du jour seulement, je trouvais pertinent de pouvoir le faire. D'ailleurs, quand on a des dérogations mineures, les gens peuvent venir s'exprimer. Mais bon, on s'est essayé, ça a été refusé, c'est ça la game. Bon. Mais surtout, à la fin du conseil, vous avez livré un message et dans ce cas-ci, même, vous avez pris soin de le préparer. Souvent, les conseillers vont à brûle-pourpoint exprimer leurs trucs. Là, dans ce cas-ci, vous avez voulu vraiment faire une démarche et vraiment écrire les mots et les phrases. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que ça m'agace. On regarde tout ce qui se passe sur les médias sociaux, tout ce qui se dit. Puis on regarde récemment qu'est-ce qui s'est passé aussi avec M. Laroche, qu'est-ce qui s'est passé avec M. Fontaine. Là, on atteint des vies personnelles. Puis, est-ce qu'on est rendu aussi bas en politique municipale pour faire ça? Je pense pas. Donc, je pense qu'on devrait parler des choses aussi qui font mal, des choses qui blessent, pour essayer de rétablir une certaine compréhension. Vous avez soulevé un point dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de cette crise, c'est l'effet sur les employés. Oui. Et l'effet sur les employés, dans la mesure où on est en pénurie de main-d'œuvre et que quelqu'un, à un certain moment donné, peut se tanner et décider d'aller travailler ailleurs s'il y a une offre intéressante. Ça, pour vous, c'est un point qui vous chicote beaucoup, qui est celle de la rétention des employés actuels et aussi de l'état d'esprit des employés. Écoutez, on a revu dans les médias sociaux puis dans certains médias des noms des employés sortir. Puis ces employés-là, je ne suis pas certaine qu'ils méritent ça. Je veux dire, ils ont un employeur, sont peut-être pas nécessairement les bonnes personnes à interpeller sur une place publique. Puis ça, c'est intimidant pour ces gens-là. Puis normalement, quand il y a des tensions politiques, puis quand ça va mal, là, on perd toujours les meilleurs en premier. On ne perd pas ceux qu'on ne veut pas, on perd ceux qui sont bons en premier. Donc, moi, je ne pense pas que c'est la meilleure façon de faire, d'avoir une tension politique comme ça au municipal, parce que on va perdre nos meilleurs. Puis les représentants aussi en politique, quelle bonne personne va vouloir venir se présenter au conseil municipal en élection? Je ne suis pas certaine, parce que les bonnes personnes, ils ont des bons jobs, puis ils vont faire autre chose. Ils ne veulent pas venir par crainte de se faire salir. Je lis un passage de votre lettre. Vous dites « C'est facile de susciter le doute et la peur de l'inconnu pour se faire du capital politique. Le Festival de Montgolfière est un autre exemple. Si le mauvais temps avait été de la partie, cela aurait été la faute des 9, mais cela, finalement, c'est bien pensé.
Vous dites créer le chaos pour en devenir un héros. C'est ça, sa stratégie. Qu'est-ce que vous voulez dire là-dessus? Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? En fait, si on regarde, il y a d'autres passages aussi que je cite avant ce point-là, c'est les one-way, les sens uniques pendant la période électorale, le champ de tir. Donc, le maire, ce qu'il aime faire, c'est qu'il aime prendre des dossiers qui fâchent la collectivité. OK? Le Festival des Montgolfières, c'est parce qu'on a investi tant d'argent. Donc, on prend quelque chose qui fâche la collectivité, on va mettre de l'huile sur le feu pour... Qu'est-ce qui va chercher le citoyen dans son cœur? C'est la colère. C'est le sentiment qui va chercher. Quand ça va bien, là, bien, pourquoi on n'a pas lieu de s'exprimer, on n'a pas lieu de se lever? Bon, on va pas mettre de l'huile sur le feu sur quelque chose qui va bien. C'est plate, ça ne crée rien. Mais la colère, ou qu'est-ce qui pourrait être de la colère ou générer en colère, là, ça marche. C'est ça que je veux dire. Vous dites également, Monsieur le maire, revenez travailler à l'Hôtel de Ville. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça veut dire qu'il n'est pas à l'Hôtel de Ville. Ça veut dire qu'il n'est pas là. On ne sait pas ce qu'il fait. Puis, en plénier, on pourrait recevoir des dossiers que la population, la communauté d'affaires présente ou des organismes de la région présentent au maire. On n'est pas au courant de rien. Est-ce qu'ils travaillent sur ces dossiers-là? Sur quoi ils travaillent? Ça serait le fun qu'on soit impliqué aussi. La communauté d'affaires, là, elle présente des projets. On aimerait ça les voir. Ça ne veut pas dire qu'on va les accepter. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des dérogations mineures, des dérogations, des changements de zonage, comme M. le maire semble avoir si peur. Mais je pense qu'on devrait vraiment s'asseoir et travailler sur des projets concrets auxquels les gens peuvent l'apercevoir comme tangible et là, faire leur jugement si on est capable de travailler ensemble ou pas. Là. Dernier passage de votre lettre. Une ville n'a pas besoin d'un maire qui soulève la controverse et qui fait miroiter des mensonges. Vous tournez la vérité pour que nous ayons l'air des monstres. Qu'est-ce que vous sous-entendez par ça? Sur toute la ligne. À chaque fois qu'il y a eu beaucoup de monde qui se sont présentés à l'Hôtel de Ville en guise de contestation, c'est de faire miroiter qu'on allait détruire les boisés des golfs. On n'est même pas rendu là. On n'a pas vu de projet. Pour ma part, moi, j'aimerais voir des projets, j'aimerais voir qu'est-ce qui se propose. J'aimerais savoir aussi comment ça coûte. Donc, miroiter qu'on veut détruire les golfs, on veut détruire les boisés, mais c'est pas vrai. Solliciter les gens à venir au conseil municipal pour dire parce qu'on va les bâillonner, on va leur enlever leur droit de parole. On a une charte des droits et libertés. La Ville, on ne fait pas ce qu'on veut. On est géré par d'autres paliers du gouvernement qui fait en sorte qu'on respecte la charte des droits et libertés, on respecte la démocratie. Puis ça, on va toujours le maintenir. Il y a les journaux, il y a les médias sociaux, il y a ici à la télé avec vous, M. Latour. Les gens peuvent s'exprimer, mais je ne veux pas que notre ville, qu'on soit télévisé, puis qu'on ait l'air d'un cirque, puis qu'on ait l'air d'un pays sous-développé, qu'on ne donne pas des droits à nos citoyens. C'est complètement insensé, ça. Bon. Pendant ce temps-là, quels sont les enjeux du centre-ville, du Vieux-Saint-Jean, du Vieux-Iberville, du district numéro 1? C'est quoi les enjeux du moment? En fait, là, on est... bonne nouvelle. On s'en va en consultation pour notre boardwalk qu'on veut. Donc, c'est un boardwalk qui partirait du nautique, qui irait jusqu'aux écluses. On s'en va en consultation avec la population à partir du 10 octobre. Puis aussi, bien, il y a un enjeu, c'est aussi mes infrastructures. On a annoncé il y a près d'un an et demi, même, je dirais près d'un an et demi, les travaux d'infrastructure pour la 7e avenue, pour diviser le pluvial. Présentement, c'est encore en attente au ministère de l'Environnement. D'ailleurs, il y a 14 dossiers qui sont en attente d'au-delà d'1 an. Donc là, ça devient un enjeu parce que j'ai hâte que ça se fasse. J'ai hâte que la campagne électorale provinciale soit terminée aussi pour que je puisse faire des pressions parce que je ne comprends pas pourquoi ce dossier-là est gelé. Je veux dire, on travaille avec la goutte d'eau. On veut éviter les déversements dans la rivière. On est en train de se mobiliser en tant que ville pour faire ces démarches-là dans chacun des secteurs, parce qu'on a besoin de diviser notre pluvial avec nos sanitaires, éviter que les gens soient débordés dans leur sous-sol. Puis ça, c'est un phénomène récurrent pour moi sur la première rue, la 2e rue, la 3e rue, et j'en passe dans le Vieux-Iberville. Donc ça, c'est un dossier qui m'agace. C'est un dossier qu'on avait annoncé pour l'automne dernier.
La demande a été faite le 17 mars 2017. Puis vous voyez, on a eu des questions, puis rien depuis. Donc ça, c'est quelque chose qui m'agace un peu. Bon. Sinon... là, on va finir par avoir un pont. On va finir par avoir un pont, absolument. On devrait rouler dessus l'hiver-printemps 2019, je crois. Okay. Je ne veux pas m'avancer, on m'a dit janvier 2019. Et là, on va rétablir, après les travaux, on va rétablir les canevas de circulation à Iberville. Oui, parce que là, ces dernières semaines, c'est un peu plus difficile. C'est très difficile. On voit, on peut regarder, il y a des gens qui ont posté des photos sur Facebook là, du beau pavé qu'ils sont en train de poser. Ils font un excellent travail, puis ça prend le temps que ça prend, mais c'est difficile pour les commerçants, ça c'est clair. Bon, parlant des commerçants, l'une des inquiétudes qu'on commence à entendre, parce qu'on sait qu'une fois que le pont va se terminer, il y a en arrière de vous, où il y aura des travaux importants, on va ouvrir la rue, changer les infras. Bon, il va y avoir des impacts pour les commerçants. On ne peut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais comment on va pouvoir atténuer les impacts des travaux sur les commerçants de la rue Richelieu? J'ai discuté avec quelqu'un qui me disait que Granby s'apprête aussi à faire ce type de travaux-là. Puis ce qu'ils font, Granby, présentement, sont en consultation avec des villes comme la nôtre, entre autres. Ils interpellent les commerçants de ces rues-là qui ont subi de la construction, puis ils leur demandent comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, c'était quoi les bons coups, c'était quoi les mauvais coups. Alors, moi, je me dis que nous autres, on le fait. On aurait intérêt aussi à apprendre, puis à apprendre nos commerçants qui l'ont vécu, qui étaient sur le terrain à tous les jours, là, puis de les amener à discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la prochaine phase. Moi, je pense que ultimement, c'est ça qu'il faut faire. Il faut travailler avec les gens qui sont sur le terrain, à la base. Puis de là, écoutez, c'est sûr qu'il n'y a pas des miracles non plus à faire. Là, le rallye des Limoneux, là, on a eu de la difficulté avec le rallye des Limoneux. Pourquoi? Parce qu'on est dans les travaux. Puis là, la Chambre de commerce puis le développement économique de la Ville aussi se sont rendus compte comment est-ce que, même si on fait plein de publicité, comment que c'est difficile puis comment est-ce que les gens ne viennent pas parce qu'ils ne veulent pas s'embourber dans des travaux. Non, c'est sûr. Satisfaite quand même du niveau d'activité qu'on a eu ces derniers mois dans le centre-ville? Absolument. On dynamise notre centre-ville. Je pense que la communauté s'est vraiment rassemblée là, pour faire toutes les activités qu'on fait. Puis ça, je pense que depuis les 4-5 dernières années, c'est une effervescence au centre-ville. Puis ça, j'en suis fière. Puis il y a aussi les terrains de ville. Moi, ce que j'aimerais, puis ça, je vous donne mon opinion personnelle, on a des terrains comme la Heart Battery, puis ici, l'ancienne Imagine. J'aimerais qu'on parte en appel de projet. J'aimerais qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on travaille avec la communauté pour dire, là, on veut densifier, qu'est-ce qu'on peut faire, comment peut-on le faire. Il y a des subventions qui s'offrent du gouvernement du Canada aussi pour des logements à prix abordables. Donc, je travaille aussi sur ces dossiers-là. Mélanie Dufresne, merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous. Au retour, on vous fait découvrir le candidat de Québec solidaire dans Saint-Jean. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la première de Sport Express, à tout seigneur, tout honneur. Alex Surprenant, coach en chef, on parle des géants et de la concentration au football. Voilà, manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Nous sommes actuellement en période électorale au Québec. Vous savez, les Québécois sont appelés aux urnes le 1er octobre prochain. Parlons maintenant du comté de Saint-Jean. On vous présente le candidat pour Québec solidaire, Simon Lalonde. Bonsoir et bienvenue. Bien, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. D'ailleurs, Québec solidaire qui, d'élection en élection, voire de sondage en sondage, améliore un peu son sort. Je dirais dans certains cas, oui, à la surprise de certains qui pensaient peut-être que Québec solidaire allait demeurer
un parti là, de 4-5 une espèce de caution morale. Alors, pourtant, on est quand même plusieurs années après la fondation du parti. Il y a eu même un renouvellement au niveau de vos leaders, avec Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois. Et puis, il y a une performance quand même assez incroyable. À quoi vous attribuez ce succès, disons, en continu de Québec solidaire au cours des dernières années et des dernières élections? Bien, personnellement, je crois que ça vient fondamentalement des idées du parti. Nos idées depuis sa fondation en 2006 sont très claires, sont très avantageuses pour la majorité des Québécois et ils sont populaires, selon moi. Notre défi au début, c'était surtout de montrer que ces idées-là étaient réalistes. Ouais. Parce que je crois que ça a été ça notre gros défi depuis plus de 10 ans. Ça a été de montrer que ça se fait, c'est réalisable. Et de plus en plus, on le montre. Nos idées depuis le début, elles tiennent debout. On était le premier parti à montrer notre cadre financier qui n'est même pas déficitaire, il se balance. Et je crois que c'est ça que les gens réalisent. Ils réalisent que nos idées sont faisables et ben, c'est ça. C'est la réalisation de nos idées, je crois, qui montre notre succès, en plus de notre système particulier au parti qui fait en sorte qu'on est allé chercher Mme Massé et M. Gabriel Nadeau-Dubois. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce parti? Bien, moi, ça a été... j'ai activement milité durant la grève de 2012. Et à l'époque, j'étais au cégep de Rosemont à Montréal. Et c'était donc le parti de Mme Françoise David. J'étais déjà attiré par les idées du parti, mais le voyais un peu comme marginal, en partie à cause des chiffres que vous avez nommés. Donc, je ne le voyais pas comme nécessairement le parti de l'avenir. Mais avec les discussions que j'ai eues avec Mme Françoise David, j'ai trouvé ça très concret puis très réel. Et à partir de ce moment-là, j'ai activement milité pour la gratuité scolaire. C'est un enjeu qui me tenait à cœur, en plus de tout l'aspect environnementaliste du parti. Donc, pour moi, ça n'a jamais été une grande question à savoir quel parti politique j'allais aller. Depuis le début, c'est vraiment le parti qui a rejoint mes valeurs. Bon. Et qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, vous décidez de faire le saut en tant que candidat et non pas juste en tant que membre du parti? Là? Mais je dirais que c'est surtout mon entourage. J'ai longtemps été intéressé par la politique. J'ai des études en histoire et donc j'ai toujours baigné dans l'analyse politique, si on le veut, et mes amis le voyaient très bien, mais j'étais le seul de mes amis à dire haut et fort, même pour le niveau international, j'étais le seul de mes amis à dire que M. Trump allait être élu aux États-Unis et on riait de moi. Et Donc, vous avez gagné en crédibilité par votre prédiction, c'est ça? Oui, Okay. et je voyais bien la dynamique politique. Et moi, j'avais estimé que je me lancerais en politique en 2022, mais c'est mes amis qui ont fait « Non, non, Simon, c'est cette année que tu y vas, go, on te lance ». Et j'ai été contacté par la femme qui allait devenir ma future organisatrice. Et 2 jours après, je faisais les formations au bureau de Québec solidaire. Bon. Et puis, donc, on passe de membre à cette fois-ci à candidat aux couleurs de ce parti. Vous avez parlé tantôt de parcours professionnel ou d'études, bon, d'études en histoire. Donc, quelle est un peu votre occupation du temps depuis, disons, là ou les dernières années, suite à l'école, bien sûr, là? Oui, bien, comme j'ai dit, j'ai fait un DEC et un bac en histoire. Et en même temps, j'ai travaillé juste ici au Collège militaire royal de Saint-Jean. J'ai travaillé dans la bibliothèque, des fois à temps plein, des fois à temps partiel. Et donc, moi, c'est ça. C'est ça qui est c'est ça que j'aime beaucoup aussi de Québec solidaire, c'est qu'on est des gens du peuple, on est des gens qui viennent de la base de la société, si on peut le dire ainsi. Et donc, moi, je suis le bibliothécaire du coin. Bibliothécaire du Collège militaire royal Saint-Jean, c'est ça? Oui. Bon. Et puis, quelles sont donc vos assises ou vos connaissances dans le comté de Saint-Jean? Bien, je la considère comme ma ville. C'est ici que j'ai mes amis. C'est ici que j'ai travaillé pendant 4 ans. C'est ici que je sors les soirs. Les gens me connaissent dans le quartier. Au bord de la rue, c'est ça? Oui, je me promène souvent dans le Vieux-Saint-Jean, donc des fois, je rentre dans les commerces. « Allô, Simon? » OK. Donc, ça fait quoi? Donc, 4 ans que vous travaillez à Saint-Jean, principalement, c'est ça? Donc, vous êtes originaire de quel endroit? J'ai grandi à Greenfield Park, puis à Brossard. Et ensuite, je me suis promené dans plusieurs villes de Montérégie. Quels sont, selon vous, les enjeux de cette campagne pour le comté de Saint-Jean? À mes yeux, le comté de Saint-Jean, les 2 choses qu'il a le plus besoin, c'est de la mobilité. Ouais. Parce qu'on le voit, autant sur nos boulevards, nos autoroutes et même ici dans le centre-ville, on commence à avoir des problèmes de circulation. Et de 2, l'environnement.
On a un grave déficit d'espace vert ici à Saint-Jean. Si je ne me trompe pas, c'est 1,6 du territoire qui est des espaces verts. Donc, je crois que c'est un gros rattrapage à faire. Et pour une population de près de 100 000 habitants, je ne trouve pas ça normal qu'on soit tous obligés d'utiliser la voiture. Je m'inclus là-dedans, mais je suis convaincu qu'un système de transport plus efficace et moins polluant est entièrement réalisable. Bon. Quelle est la position de Québec solidaire à l'égard du projet de REM? Notre projet, notre vision là-dessus, c'est tout d'abord de savoir ce qui se passe derrière ce projet-là. Certains partis l'approuvent aveuglement, si je peux le dire. D'autres partis le rejettent complètement, alors qu'en ce moment, le projet du REM, il est dirigé par la Caisse de dépôt qui ne veut même pas montrer ses chiffres. C'est complètement sous clé. On ne sait pas ce qui se passe avec l'argent des Québécois. Au début, c'était supposé coûter 4 milliards. Maintenant, ça en coûte 7. On ne sait pas pourquoi. Et notre député à Québec solidaire, Manon Massé, a même souligné le grave risque de corruption derrière ça, a souligné que c'est une société d'État, ça devrait être montré aux contribuables québécois. Et donc, ce qu'on veut faire, premièrement, c'est de ramener le REM sous tutelle gouvernementale, le retirer de la Caisse de dépôt carrément, pour ouvrir les chiffres, voir ce qu'il y en est, et à partir de là, pouvoir le modifier, l'améliorer ou le laisser tel quel. Mais c'est ça que j'aime à Québec solidaire, c'est que contrairement aux autres partis, on veut voir ce qui est là concrètement. Fait que moi, j'ai bon espoir qu'on va pouvoir le rallonger jusqu'à Saint-Jean une fois les chiffres ouverts, mais on ne fait pas de promesses aveuglement. Bon. Parlons d'éducation. Bon, il y a eu récemment l'annonce de l'agrandissement de l'école Saint-Eugène, qui est l'école primaire la plus fréquentée sur le territoire. Projet aussi, bon, par rapport à la fusion des bâtiments pour l'École des métiers, mais ça, c'est à plus long terme. Dans le très concret, il y a cette problématique pour les parents qui habitent l'île Sainte-Thérèse, dont les enfants viennent à l'école ici dans le centre-ville. Et le problème est à l'égard du service de garde, où ça demande énormément d'aller-retour aux parents. Donc, avez-vous là-dessus quelque chose à proposer? La commission scolaire parlait d'un service de garde satellite ou sinon d'un deuxième transport. Avez-vous une opinion là-dessus? Oui, mais on a deux propositions, je dirais, qui touchent à ça. De un, on propose les CPE gratuitement. On veut la gratuité des CPE, donc il y a ça ici qui touche un peu. Sinon, on veut augmenter le personnel en éducation. On trouve qu'il y a un manque grave de personnel autant au primaire, secondaire, cégep et même un peu université. Et donc, on veut réinvestir en éducation pour pallier à ça. Autant le personnel, comme là pour le service de garde, que pour l'aide aux études, pour les élèves en difficulté, c'est tout un manque grave qu'on croit à Québec solidaire qu'il faut pallier. Bon. Dans le cas de la santé, on le sait, l'un des enjeux, c'est l'occupation du 3e étage de l'hôpital, la nouvelle section qui a été agrandie. Bon, il devait y avoir initialement un projet de laboratoire. Il y a eu des tergiversations là-dessus. Le dossier n'est toujours pas réglé. Donc, qu'est-ce que vous proposez à l'égard de cet espace qu'on doit finalement occuper à l'hôpital? Bien, à Québec solidaire, on est contre cette centralisation-là que fait le Parti libéral du Québec, c'est-à-dire de ramener le plus possible dans les grands centres. Nous, on croit que servir les régions, c'est un bien nécessaire, que le laboratoire devrait être ici. Et de plus, on veut donner plus d'indépendance aux gestions des hôpitaux directement. Et on croit que c'est eux et elles qui savent le mieux leurs besoins. Et donc, on veut qu'ils répondent à leurs besoins de cette façon-là. Les chiffres montrent que cette centralisation, autant de l'administration que des biens matériels, était inefficace. Bon, souvent, quand on regarde une élection, il y a évidemment les purs et durs là, qui sont des partisans de leur propre parti. Après ça, il y a bien sûr les indécis. Et ça le dit, on est indécis, on peut changer d'un côté comme de l'autre. Il y a aussi, et on le sent de plus en plus, les gens, probablement que la multiplication des partis aujourd'hui, dans certains cas, vont voter stratégique. Et forcément, vont se laisser un peu influencer par la tendance ou les sondages. Je pose souvent cette question-là parce que dans mon entourage, je l'entends. Des gens qui sont indécis entre le Parti libéral et la CAQ. Certains qui sont indécis entre la CAQ et le Parti québécois. Et dans d'autres cas, des indécis entre le Parti québécois et Québec solidaire. Les gens disent, on ne veut pas perdre notre vote, mais on veut s'exprimer. Parfois, dans certains cas, on veut voter stratégique pour empêcher quelqu'un de rentrer, etc. Donc, pour les lecteurs indécis qui vous regardent en ce moment,
qui, peut-être, oui, hésitent entre Québec solidaire ou le député sortant ici du Parti québécois. Vous leur dites quoi, ces personnes-là? Quelle est la différence entre Québec solidaire et le Parti québécois? Bien, là, c'est une question large. Je crois que si vous regardez nos programmes, la différence entre Québec solidaire et le Parti québécois est plutôt grande, surtout au niveau du cadre financier. En ce moment, en 2018, on trouve ça très étrange que les autres partis font des cadres financiers qui ne prennent pas compte des changements climatiques. Nous, notre cadre financier tourne entièrement sur la transition écologique qui est nécessaire et bénéfique au Québec, alors que les autres partis font un cadre financier qui est finalement très similaire à ce qui se faisait il y a 20 ans, voire 30 ans. Donc, on croit que c'est nécessaire, on croit qu'un changement au Québec est nécessaire et on est prêt à aller chercher l'argent là où il faut pour la réinvestir pour cette grande transition-là. De plus, un autre aspect de votre question, il est vrai que notre système électoral en ce moment n'avantage pas le citoyen. On dit que tous les votes comptent, mais en réalité, dans les faits, ce n'est pas tous les votes qui comptent, c'est les votes des gagnants qui comptent. Donc, à compter. Ouais. Exactement. Donc, ça fait longtemps qu'on s'est engagé à réformer le mode de scrutin. On veut qu'il y ait une partie qui soit proportionnelle parce qu'on croit que les citoyens devraient voter avant tout pour leurs convictions et pour leurs idées. Le système actuel avantage les gros partis qui sont répandus le plus proportionnellement parlant. Et on a vu ce que ça fait avec M. Charest qui avait été élu avec 27 % des voix. Simon Lalonde, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne chance. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Cindy Roussel de Compo-Richelieu va donner une conférence sur les matières recyclables à une nouvelle pizzeria sur la rue Saint-Jacques pour les gens de l'AQDR du Haut-Richelieu. Donc, si vous désirez vous inscrire, vous avez les informations à l'écran. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye.